va parler donc de régulation, sujet qui fâche. On l'a vu au sommet IA. On a eu un étalage d'ailleurs au sommet IA qui est tenu en février d'initiatives anti-régulation du monde économique français et européen qui sont même alliés dans une initiative pour réclamer beaucoup moins de régulation parce que la régulation pénaliserait, selon eux, leur capacité d'innovation et la course mondiale, notamment dans l'IA. Alors vous, Véronique Turner, vous présidez donc Numéum, vous dirigez Numéum qui fédère beaucoup d'entreprises du numérique en France, la première organisation professionnelle sur le sujet. Vous êtes donc un petit peu la voix des entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous partagez ce constat qui est aujourd'hui largement diffusé dans le monde économique? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Déjà, peut-être rappeler que Numéum, on fédère aujourd'hui 2500 entreprises et qu'on représente 85% du chiffre d'affaires du secteur en France. Donc, on est très représentatif. Alors, nous, au niveau de Numéum, on a 3 messages sur le sujet de la régulation. D'abord, le premier message, c'est qu'on a besoin d'Europe. Et on a besoin d'un marché européen. Et donc, pour qu'il y ait un marché européen, on a besoin de règles communes entre les 27 pays. Donc ça, c'est un point qui est important. Et donc, la réglementation nous permet de construire un marché commun. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que on a besoin au niveau de ce marché européen, qui est quand même, l'Europe, en fait, on est 25% plus nombreux que les États-Unis. Donc, ce marché, il est important. Le deuxième point, en fait, que d'avoir des règles communes, c'est que ces règles, elles prônent nos valeurs. On a besoin d'avoir une réglementation qui soit en phase avec nos valeurs en termes d'éthique. Et on voit qu'actuellement, dans le monde dans lequel on vit, on a besoin d'avoir des règles qui mettent en avant, en fait, nos valeurs. Et le troisième point, on a besoin que cette réglementation elle soit pas handicapante pour l'innovation et la compétitivité. Alors, le sujet, c'est l'IA Act. Du coup, qu'est-ce qu'on pense de l'IA Act? Nous, on pense d'abord que c'est une très bonne initiative. C'est une première mondiale aujourd'hui, en fait, cette réglementation. C'est le premier cadre juridique au monde qui est aussi complet sur l'intelligence artificielle. En soi, c'est pas tellement l'IA Act, même si au sein du texte, il y a des choses qui, du coup, sont assez complexes à mettre en œuvre. L'intelligence artificielle n'a pas été pensée. Il y a un code de conduite qui est en train d'être réfléchi, sur lequel on est très actif pour faire évoluer le texte. Le sujet, c'est qu'on est dans un environnement, en 5 ans, il y a eu 70 textes réglementaires qui ont touché notre industrie. Alors certains textes concernent l'industrie du numérique, d'autres sont beaucoup plus larges, comme la CSRD, mais 70 textes en 5 ans, ça fait beaucoup. Et là, en effet, c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Les entreprises, elles n'ont pas le temps de digérer, en fait, tous ces textes réglementaires. Se mettre en conformité, évidemment, ça peut présenter énormément d'opportunités concurrentielles. Ça peut nous rendre compétitifs, mais à un moment donné, quand vous en avez trop, c'est cette difficulté de digérer, en fait, l'ensemble de la réglementation qui pose problème. Donc aujourd'hui, nous, on est très heureux, en fait, qu'il y ait des cadres réglementaires et qu'il y ait une réglementation européenne. On trouve ça très positif. Mais ce qu'on a besoin, en fait, c'est qu'il y ait un agenda qui permette à l'ensemble des entreprises de digérer, en fait, l'ensemble des textes réglementaires, qui soit aussi très pragmatique aussi dans leur mise en œuvre, ce qui n'est pas toujours le cas, en fait. Il faut sortir d'une vision qui est technocratique. Il faut mettre autour de la table bien toutes les parties prenantes. Et puis, s'assurer, en fait, que les entreprises aient bien les moyens de pouvoir le faire. Et je pense notamment aux petites entreprises. Je vais donner un exemple, parce que c'est un exemple qui est sorti, en fait, la DG Connect de la Commission européenne. L'IA Act, pour une entreprise, en fait, de 50 personnes, c'est 300 000 € de mise en conformité. Donc c'est quand même un sujet important. Alors, je vois 2 sujets dans ce que vous dites. Donc à la fois c'est la question de comment on s'adapte aux régulations qui sont nombreuses et plurales et qui touchent de plus en plus d'entreprises. Et aussi c'est sur ce climat, d'en peut-être faire réagir à nos ponces dessus, sur le climat global anti-régulation qui quand même redouble d'ampleur ces derniers temps. Donc comment vous réagissez à cette offensive? Parce que d'ailleurs on voit quand même qu'il y a notamment les acteurs américains qui sont à la manœuvre. Quand on parle de dérégulation, on fait aussi le jeu des entreprises qui profitent de l'absence de régulation ou qui ont les moyens de s'y conformer. Donc quelle est votre réaction à ce climat? Et aussi, dans la deuxième partie de la question, comment on s'adapte justement à ces régulations qui sont très nombreuses?
C'était aussi le sujet des tables rondes précédentes. C'est-à-dire que le contexte géopolitique fait qu'à mon avis, il faut penser la régulation un peu autrement aujourd'hui. Jusqu'à présent, tous les débats qu'on avait, innovation versus régulation, qu'on a eu dans de nombreuses tables rondes, notamment ensemble Sylvain, etc., c'est des sujets qui tournaient sur les enjeux de compétitivité, et donc c'est toujours une question de curseur, et donc c'est un débat qui est un peu continuel. En revanche, depuis le 20 janvier, on a un peu basculé dans un nouveau monde. C'est-à-dire que défendre la régulation, c'est plus simplement défendre une protection qui crée plus d'avantages que d'inconvénients auprès des entreprises. On est sur la défense de valeurs. C'est-à-dire que quand le mot régulation, il faut quand même revenir un peu à la base, c'est que ce sont les règles, les lois de l'État. Donc quand on est contre la régulation, si on n'est que sur le champ concurrentiel, etc., compétition économique, ok, le débat est ouvert, mais là ils sont en train d'élargir ce débat et de politiser cette question-là. Ce qui fait que aujourd'hui, on n'est plus dans simplement l'extraterritorialité du droit américain, on est aussi dans une logique d'ingérence juridique. Et donc là, ça devient dangereux. Et donc quand on est contre la régulation, bah, ça dépend qui parle. Parce que quand on est contre la régulation, on tombe un peu dans un piège. C'est-à-dire que contre la régulation, c'est contre les États, et c'est de la pensée libertarienne. Et donc la situation où on se trouve aujourd'hui, au niveau mondial, fait que plus que jamais, je pense qu'il faut prendre la régulation comme un point positif de différenciation et de protection. On avait déjà débattu une fois, je pense que la régulation, il faut le voir comme un soft protectionnisme, face aujourd'hui aux attaques géopolitiques via le numérique par les libertariens. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire attention et de préserver la régulation comme un outil de défense. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Juste peut-être, parce qu'on parle beaucoup de cette réglementation qui serait là pour nous protéger finalement des acteurs extra-européens. Mais c'est aussi un atout pour les acteurs européens. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis une entreprise française, je veux adresser le marché européen. Si j'ai pas une réglementation qui permet d'être commune auprès des 27, bah, à chaque fois, je dois m'adapter à la réglementation du pays. C'est pour ça que nous, au niveau de Numéum, on trouve que la réglementation européenne est positive. On essaie de lutter contre la surtransposition de chaque pays, parce que du coup, ça gomme le fait que ça tue les barrières à l'entrée. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut voir la réglementation. C'est aussi le fait, c'était mon premier point, c'est que ça nous permet d'être un cadre de jeu commun aux 27. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est un peu ce que vous dites. Et donc l'enjeu, c'est dans la standardisation, donc dans le fait de traduire la régulation en normes et en applications concrètes. Et ça, c'est un point qui reste encore à améliorer pour beaucoup de régulations, j'ai l'impression. Peut-être Arnaud Ponce ? Oui, je veux ce point-là. La régulation est un game changer. Il n'y a pas beaucoup de game changers. C'est-à-dire que soit on a un game changer pour une innovation de rupture, ce que font très bien les Américains, ce qu'on fait moins les Européens, faut quand même bien le dire. Et donc la régulation, c'est un game changer, donc c'est la possibilité à un moment donné de retourner à la table et de créer les conditions d'un marché qui soit préférentiel pour les Européens. La question de la standardisation est clé, parce que pour revenir sur les AI Act, il a la particularité d'être une régulation à la fois défensive et offensive. Il y a deux grandes familles de régulation, ça a été aussi débattu avant avec Joel Toledano. Si on prend le DMA, c'est typique du défensif. C'est comment est-ce que je m'assure de juguler les abus de position dominante, de m'assurer d'apporter un peu de normalité dans la concurrence face à ces monopoles. Bon. Et puis il y a la régulation offensive, c'est le cas du Data Governance Act, qui crée les conditions d'un nouveau marché, qui est un marché unique de la donnée au niveau européen. Les AI Act, ce sont les deux. Il y a la notion défensive qui est de défendre les droits fondamentaux, donc on va dire que ça embarque par exemple la dimension RGPD, et puis offensive, parce que ça crée là aussi les conditions d'un nouveau marché, avec les critères de confiance. Et donc ces critères de confiance, c'est quoi ? Les AI Act fait que donner des grands principes avec cette pyramide des risques, petits, moyens, élevés, etc. C'est comme si je vous disais, on va prendre l'exemple de la mobilité, on va réguler la mobilité, on va créer une pyramide, par exemple pour la trottinette, ça va pas être les mêmes normes, les mêmes standards de fiabilité que si je fais un avion grande ligne. Bon, c'est assez logique. Donc la pyramide fait ça. Maintenant, comment on détaille concrètement au niveau des filières, comment s'applique par exemple le critère de fiabilité? Donc on va reprendre l'aviation, ça veut dire quoi un avion dans lequel on a confiance? C'est quoi les standards que l'on attend? Bien là c'est au niveau des filières avec les grandes agences de normalisation, Sensenelec, AFNOR, etc., qui permettent d'appliquer ça au niveau des entreprises. Et c'est là où c'est le moment clé.
On parlait de lobbying aussi avant dans la table ronde d'avant. Le lobbying, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire pour les entreprises. Il faut être présent au moment où les normes et les standards se décident, parce que c'est là où ça s'applique à votre métier, et c'est là il ne faut pas subir les standards des autres, parce que la régulation, c'est la conformité. Mais on conforme à quelle valeur, à quels enjeux? Donc au moment où ça se décide de manière sonnante et trébuchante, là il faut être très présent. Et je constate malheureusement qu'au niveau européen, notamment les Français, les Allemands le font mieux, ne sont pas assez présents, c'est-à-dire qu'ils sont très présents au niveau du discours, un peu des grands principes, puis au moment où on rentre dans le détail, où là ça s'applique au métier, on n'est pas autour de la table où on envoie des stagiaires quand eux on voit les meilleurs avocats du monde. Compliqué. C'est pas vrai pour le numérique. Hein. Aujourd'hui, Numium est très présent à la Commission européenne. On travaille en fait avec nos homologues européens. On est membre du Digital Europe qui réunit une sorte de méta-numéum au niveau européen. Donc on essaie d'être plus actif. Nous, ce qu'on souhaite, c'est aussi que, au niveau de la Commission européenne, on n'ait pas qu'une vision réglementaire, mais qu'on ait une dimension aussi plus business avec des politiques industrielles plus fortes. Mais tu as raison Arnaud, c'est vrai que historiquement, la France était moins présente en fait dans les lobbying sur les sujets de déclinaison très opérationnelle, de standardisation, là où par exemple nos amis allemands sont plus structurés. Aujourd'hui, il y a une vraie bataille économique, politique, stratégique sur l'IA. Le monde économique, notamment dans l'IA, est persuadé que la régulation est un frein. Il y a une croyance très forte que la régulation est nocive pour le développement de l'innovation dans l'IA. Ça rejoint ce que disaient d'autres intervenants dans les débats précédents sur la dichotomie entre la prise de conscience de la nécessité d'une Europe forte dans la tech et la réalité des choix économiques que font les entreprises. Donc cette croyance-là, est-ce que vous pensez qu'elle est guidée par la méconnaissance des opportunités de la régulation et concrètement, quelles sont les opportunités de la régulation, notamment dans l'IA, pour justement, dans le cadre de ces régulations offensives dont vous parlez Arnaud Ponce, créer de nouveaux marchés pour les entreprises européennes? Peut-être Arnaud? On va reprendre l'exemple de la mobilité. Si on prend Airbus aujourd'hui est passé devant Boeing, pas parce qu'ils ont davantage innové, parce qu'ils sont restés justement sur des standards très élevés. Boeing a voulu à un moment donné dépasser Airbus, a voulu innover plus vite. Et donc innover plus vite, ça veut dire moins de régulation. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont un peu bypassé certaines normes. Au final, il se passe quoi? Les Boeing ont tendance à plus atterrir. Donc on n'a plus confiance quand on monte dans un Boeing. Et donc la contrainte, donc la régulation, a permis à Airbus de passer devant Boeing. Donc voilà un exemple pour moi concret, comme quoi la confiance dans l'IA, parce qu'on doit avoir confiance dans une IA comme on a confiance dans un Airbus, et donc la contrainte est un facteur différenciant et de compétitivité au final. Et par exemple, est-ce que vous pouvez citer une régulation qui crée des opportunités de marché pour les entreprises dans l'IA? Notamment, vous avez parlé du DGA tout à l'heure. Oui, pour moi, je lis toujours Data IA. Je lis toujours Data IA parce qu'on a tort de les séparer. Le Data Governance Act, pour moi, est le socle de l'AI Act. C'est-à-dire que le fait de créer un marché unique de la donnée, de pousser les filières à créer ce qu'on appelle la loi de Metcalfe, c'est-à-dire l'effet de réseau. Pour moi, le but, si on arrive à créer un effet de réseau au niveau européen, ça veut dire qu'on est compétitif par rapport aux Américains ou aux Chinois. Et là, à partir de là, si on a des startups innovantes, etc., qui vont développer on top de ce socle de data, on va pouvoir avoir des IA, notamment génératives, compétitives. Il n'y a pas d'IA de confiance sans data de confiance. Et l'avantage compétitif qu'on a au niveau européen, c'est qu'on a les données des entreprises. Ces données des entreprises, en revanche, il faut ce qu'on appelle les harmoniser, les mutualiser, les urbaniser, de telle manière à ce qu'elles soient utilisables pour créer des modèles et pour créer des IA compétitives. C'est notre avantage compétitif. Les Américains ne l'ont pas fait. Les Chinois s'y mettent. Ils viennent d'annoncer, là, il y a 3 semaines en Varsovie, qu'ils lançaient 100 data space d'un coup. L'Europe est en avance sur cette question-là, puisque depuis 3 ans, elle a déjà lancé 150 data space. Donc data space, c'est le fait de mutualiser les données dans une filière, avec une gouvernance dédiée, une infrastructure de partage des données. Et ça donne un avantage compétitif pour l'IA générative. C'est le rapport qu'on a fait avec le MEDEF, qui explique l'articulation entre data de confiance et IA de confiance, entre les data space et notamment les agentic AI, parce que l'agentification, on va prendre un exemple concret, dans le voyage, il y a des travel assistants, Accor, Air France, etc. ont des travel assistants. C'est comment on agentifie et on coordonne ces travel assistants par l'agentification. Et ça passe par aller chercher les données des entreprises, les orchestrer, et ça s'appelle un data space.
Concrètement, c'est des entreprises qui s'allient, qui partagent leurs données au sein d'un data space, et le fait de mutualiser les données permet de créer de nouveaux services d'IA qui du coup deviennent plus compétitifs par rapport aux Américains, c'est ça? Absolument. Et après se pose la question de comment est-ce qu'on harmonise ces données. Donc tout ça, c'est les enjeux d'infrastructure et de gouvernance. Un des grands data space qui a été opéré au niveau européen, c'est celui de la santé. Et je pense que c'est une première mondiale. Moi, je veux revenir en fait quand même sur l'idée que finalement les acteurs économiques seraient contre la réglementation. Vraiment, c'est pas du tout ce qu'on ressent au sein de Numéum. Une des grandes priorités de Numéum, c'est de développer un numérique responsable. C'est-à-dire un numérique qui a un impact positif sur le plan économique, mais également sur la dimension sociale, sociétale et environnementale. Et donc, on articule aujourd'hui beaucoup de dispositifs, beaucoup d'actions sur les sujets d'inclusion, de confiance, d'environnement. La réglementation, elle contribue à développer un numérique responsable. Et donc, tout le sujet, et on en a parlé là, c'est ce curseur à un moment donné au niveau de cette réglementation pour qu'elle soit un facteur qui nous permet en fait de développer ce numérique responsable, qu'elle nous permette de construire ce marché et de finalement casser les barrières qu'il pourrait y avoir au niveau de notre marché européen. Et puis, ne pas, je dirais, être un handicap à l'innovation, à la compétitivité. Et ça, c'est tout à fait possible. Sur l'IA Act, c'est possible. Nous, au niveau de l'écosystème, aujourd'hui, on travaille de plus en plus en jeu collectif. On en parlait avec Arnaud. Par exemple, avec le SIGREF, on a produit un guide de bonnes pratiques pour aider les entreprises dans cette mise en conformité sur l'IA Act. Là, on travaille à la Commission européenne avec ce code de conduite sur tout ce qui est GPay, donc tout ce qui est l'IA à usage génératif. Donc, tout l'enjeu maintenant qui a cette réglementation et qui est nécessaire, c'est d'accompagner les entreprises à pouvoir se saisir de cette conformité et en tirer des opportunités. Et ça, c'est une question d'agenda, c'est une question d'accompagnement et c'est ce que nous faisons là sur le terrain. Au final, est-ce que le principal problème de la régulation en Europe, c'est que son deuxième pilier, qui est donc une politique, on a à la fois une régulation commune donc en Europe, mais il nous manque encore aujourd'hui un marché commun, une politique industrielle commune d'ampleur. Est-ce que finalement le principal problème, c'est pas la régulation en elle-même, mais l'absence autour d'une stratégie qui viendrait faire en sorte que la régulation serait encore plus pertinente? C'est certain, et c'est l'objet du rapport Draghi. Il faut qu'on passe à autre chose que de la réglementation au niveau de la Commission européenne. On a parlé tout à l'heure du marché des capitaux. On doit être en capacité, en fait, de pouvoir massifier, en fait, l'argent qui est disponible aujourd'hui en Europe pour pouvoir investir. C'est le sujet aussi des compétences. Donc, il faut qu'on soit en capacité de développer une vraie politique industrielle. Tu citais tout à l'heure dans le monde spatial, on a été capable de le faire, donc on peut le faire également dans le secteur du numérique. Pour Arnaud. Ouais, j'apporterai peut-être une nuance. Je pense que la stratégie, elle est là. Hein. Il y a une stratégie européenne, notamment la data stratégie européenne, pour moi, est quelque chose de très structurant. Et l'Europe a pris des grands investissements. La France, malheureusement, est pas aussi présente qu'elle devrait l'être sur la data stratégie européenne. Donc pour moi, il faut déjà être présent sur ces questions-là, plutôt que de remettre en question. J'ai entendu tout à l'heure des remises en question sur les investissements. Il y a des investissements au niveau, par exemple, des data space au niveau européen, il y a des milliards d'euros d'investissements. Maintenant, il faut coopérer. C'est pour ça que les initiatives qui peuvent être lancées par Numéum, celles que l'on fait aussi Digital New Deal d'Outang sur la créer des coopérations, des initiatives de place technologique, c'est vraiment cette logique-là. C'est-à-dire que de toute façon, quand le président Macron disant à minima il faut être omnivore face à ces grands carnivores, oui, mais des omnivores qui chassent en meute, parce qu'un carnivore seul il se fait bouffer par ces grands dinosaures. Donc il faut vraiment qu'on aille dans cette logique de coopération, mais de rien, et je pense que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.